En 2023, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 11 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la 4e saison de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM, dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Didier part à la recherche d'un bateau de pêche victime d'une voie d'eau. Il faut faire vite, le moteur peut être inondé et le bateau peut couler si l'on n'empêche pas très vite l'eau de rentrer. Je m'appelle Didier, je suis arrivé à Saint-Quay dans les années 85. Je venais passer mes vacances. Passionné un peu par le bateau, la pêche, j'ai commencé à naviguer dans la baie de Saint-Brieuc. Et on a décidé ensemble avec mon épouse de venir s'installer à la retraite sur Saint-Quay. La SNSM m'attirait parce que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Donc je me suis présenté pour proposer mes services. J'ai été accueilli par une super équipe, des formations, radar, radio, secourisme, et ce qui a permis de découvrir le métier de sauveteur, puisque c'est un métier qui est complètement différent. Enfin, quand on n'est pas dedans, on peut pas l'imaginer. C'est vraiment un truc fabuleux à découvrir, puisque c'est hyper intéressant. Dans la baie de Saint-Brieuc, les 3 stations SNSM, Logivy, Erquy et Saint-Quay, participent chacune leur tour à l'assistance Coquille Saint-Jacques. Les pêcheurs ont 3 quarts d'heure pour pêcher. C'est un laps de temps qui est très court. Ils sont limités en prise, en tonnage, et ils veulent absolument faire leur quota. Du coup, c'est des pêches assez précipitées. Ils vont faire 3 traits ou 4 traits maximum. Donc un trait, c'est qu'on met les dragues, on drague, on tire, on chalute pendant un quart d'heure, et puis après on remonte, on vide sur le pont, et après ils se mettent à trier. Enfin, ça va très vite et c'est assez dangereux aussi également en fonction de l'état de la mer. C'est quelque chose qui est très sensible aux accidents, et c'est pour cela que le comité des pêches nous mandate pour être au plus près d'eux pendant ces 3 quarts d'heure. On navigue entre les bateaux, et puis s'il y a un appel, comme ça on est vraiment très rapidement sur le bateau qui a le problème. On a eu une fois une personne qui s'était coincée la main dans la porte de sa timonerie, mais on n'avait jamais eu après de gros incidents sur ce type de pêche jusqu'à présent. Ce lundi 16 octobre, on part faire une assistance coquille, comme on fait d'habitude. Tout se passe très bien. Nous rentrons vers 11h, 11h15 au port de Saint-Quay. Chacun retourne chez soi, et puis 11h27, on a un appel du CROSS qui nous demande de partir sur un bateau sur lequel il y a un début d'incendie. On revient très rapidement et on appareille. En fonction de la gravité de l'incendie, c'est assez dangereux. Sachant que notre priorité, c'est d'évacuer les requérants et de s'écarter du bateau, puisque à tout moment, il peut y avoir une explosion, une bouteille de gaz. On peut imaginer divers scénarios, mais bon, tant qu'on ne sommes pas sur place, c'est compliqué. Il fait beau, le ciel est bleu, mais par contre, il y a des vents de nord, nord-est qui favorisent des creux d'1,50 m, 1,60 m. C'est assez compliqué pour accoster un bateau dans ce genre de conditions. À la sortie du port, le CROSS nous interpelle en nous disant non, changement de mission, vous n'allez plus sur le début d'incendie du chalutier, puisqu'il y a un autre bateau qui est à côté qui s'en occupe, et par contre dirigez-vous vers un bateau qui a un problème de voie d'eau, vers le nord de la baie. Un bateau qui a une voie d'eau, en fait, c'est un bateau qui prend l'eau. L'eau de mer rentre dans le compartiment moteur, souvent. Et de ce fait, s'il n'y a pas de moyens mis en œuvre rapidement pour évacuer cette eau, c'est-à-dire dans le terme technique chez nous, c'est étaler, le vrai risque, c'est de couler après. On se met en configuration pour rejoindre le plus rapidement ce bateau, et on commence à préparer la motopompe sur le pont, le temps de la navigation. Une motopompe, c'est un petit engin avec un petit moteur qui permet justement de pomper l'eau à 2 mètres ou 2,50 m et de la rejeter à l'extérieur.
On le rejoint dans les 12 minutes. C'est un bateau en bois de 9 mètres. Il est bleu et vert. Il a une petite timonerie au milieu. Les 2 requérants sont sur le pont. Ils ont l'air assez confiants. Ils nous signalent qu'ils ont une petite pompe électrique mais qu'ils n'arrivent pas à étaler la voie d'eau. Ils nous demandent une motopompe. Donc on fait un tour rapide du bateau. Ils reviennent de la pêche à la coquille Saint-Jacques. Donc il y a beaucoup de coquilles Saint-Jacques sur le pont. C'est déjà un poids supplémentaire. Et puis ça peut aussi éventuellement obstruer des ouvertures du voie d'eau qui peuvent être là pour évacuer l'eau si pour une raison ou pour une autre l'eau embarque. Il est hors de question de demander aux pêcheurs de se séparer de leur pêche, puisqu'ils ne l'admettront jamais. Donc ça fait partie des éléments supplémentaires qui sont favorisants pour malheureusement ce genre de situation, qu'elle puisse se dégrader. On décide d'agir rapidement et de transborder notre motopompe avec un nageur de bord pour essayer d'évacuer l'eau qui se trouve dans la cale. Le patron décide d'accoster le bateau sur la partie avant bâbord. Les équipiers mettent des pare-battages en place, les requérants mettent également des pare-battages en place de façon à ce que les coques soient protégées. La manœuvre est assez compliquée et il fallait absolument que tout le matériel soit prêt avant qu'on accoste ce bateau. La manœuvre doit être rapide puisqu'en fait il y a quand même 1,50 m ou 1,60 m de creux, donc ça bouge beaucoup. Et à l'accostage, Alain passe sur le bateau des requérants et du coup les 2 équipiers, Yvon et Philippe, lui passent la motopompe. Une fois le transbordement de la motopompe effectué, le patron fait une manœuvre pour s'écarter du bateau rapidement. On observe les 2 requérants et notre nageur de bord mettre en place la motopompe, raccorder les tuyaux. C'est raccordé et au moment de la mettre en route, en fait, il y a un mouvement du bateau qui se soulève. Il bascule sur le côté et coule à pic très rapidement. 1, 2, 3, 4 secondes, j'en sais rien. C'est extrêmement rapide. Ça surprend tout le monde, on se demande ce qui se passe, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout et il y a un grand silence qui s'installe sur la SNS 156. On est tous un peu pétrifiés par ce qui vient de se passer. On n'a qu'une hâte, c'est de voir les marins remonter à la surface. Il y a tous les objets flottants qui remontent à la surface. Il y a la balise du bateau, son radeau de sauvetage qui remonte. Et puis, on voit notre nageur de bord et un des marins qui remontent assez rapidement à la surface. Le plus inquiétant, c'est que le 3e requérant n'apparaît pas tout de suite. Notre inquiétude, c'est qu'il ait pris un coup pendant le naufrage ou qu'il soit coincé quelque part. Et c'est là où, effectivement, ce qui s'est passé au Sable d'Olonne traverse notre esprit. C'est le canot de la SNSM qui s'est renversé suite à une voie d'eau par les sabords et qui était drossé vers la côte sur les rochers. Certains ont été sur le pont, donc ont pu rejoindre à la nage la côte, mais 3 bénévoles à l'intérieur étaient coincés avec leur gilet de sauvetage dans la timonerie. C'est bizarre la situation, on se regarde tous, il n'y a pas de mots. On a tous espoir de le voir remonter, puisque on n'a pas de plongeur à bord, on n'a pas de solution si malheureusement il ne remonte pas tout de suite. Notre seul espoir, c'est de le voir remonter. C'est très très long, très anxiogène. Quelques secondes après, on voit le 3e remonter à la surface, peut-être 10 secondes, 15 secondes après les 2 autres. Et là, c'est un grand soulagement pour tout le monde. Et là, le patron, avec beaucoup de sérénité et beaucoup de recul, nous explique les manœuvres qu'il va faire pour récupérer les 3 personnes à l'eau. Il décide de récupérer le premier requérant qui est au plus près de notre navire et qui est accompagné par notre nageur de bord. Nageur de bord qui avait préalablement enlevé les bottes du requérant pour faciliter la nage. On a mis en place l'échelle sur la vedette et donc la première manœuvre en marche arrière permet de récupérer le premier requérant. Et donc avec le vent et la dérive, on s'écarte un petit peu de nouveau. Le nageur de bord se dirige vers le 2e requérant. Pareil, il l'accompagne et une 2e manœuvre permet de récupérer le 2e requérant par l'échelle. Et la 3e manœuvre nous permet de récupérer Alain, notre nageur de bord.
Notre priorité, c'est de les installer dans la cabine de notre vedette, de les déshabiller, de leur donner des couvertures pour se sécher et d'établir un premier bilan médical pour voir si tout va bien. Le premier bilan est correct en fait, puisque ils ne sont pas restés très longtemps dans l'eau. Globalement, tout va bien. Le deuxième requérant, qui est choqué par ce qui s'est passé, il nous explique qu'il était coincé dans la timonerie. Et quand le bateau coulait, il y avait énormément d'eau qui rentrait dans la timonerie et donc il ne pouvait rien faire. Il a attendu d'être à une certaine profondeur, que le mouvement d'eau se calme, que la pression s'équilibre. Et là, il a réussi à se dégager avec son gilet de sauvetage qui était coincé. Les sangles du gilet de sauvetage peuvent s'accrocher sur différentes parties de la timonerie. Et il a réussi à se décoincer et sortir de la timonerie qui était très étroite et à remonter avec son gilet qui l'a aidé parce que sans le gilet, le temps qu'il avait déjà passé sous l'eau, peut-être que ça aurait été plus compliqué pour lui de remonter. Il n'y a pas d'urgence au niveau médical, les bilans sont bons. On s'occupe de récupérer le maximum de débris à la surface. Le radeau, la balise du bateau, quelques caisses, enfin tout ce qui peut flotter pour ne pas gêner la navigation des autres navires. On signale une légère irisation, c'est-à-dire qu'il y a certainement une fuite de gasoil. Et ensuite on fait route vers le port de Saint-Quay pour ramener les requérants à terre. On arrive au port vers 12h57 je crois. Donc il y a l'armateur, le propriétaire du bateau, qui est là, qui accueille ces deux marins. Une fois rentré à la station, on fait un petit débrief sur ce qui s'est passé. On est tous surpris puisqu'effectivement, et heureusement, c'est pas notre quotidien, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on peut tomber. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il faut qu'on s'entraîne régulièrement pour garder tous nos automatismes de façon à pouvoir réagir comme on l'a fait. Et là, je le rappelle, en l'occurrence, l'équipage était très complémentaire, très serein. Et il n'y a pas eu du tout de panique à bord. Tout a été géré tranquillement, notamment pour la récupération des 3 personnes. On se pose des questions. Est-ce qu'il fallait évacuer les requérants? Est-ce qu'on a bien analysé la situation du bateau? C'est très compliqué puisqu'en fait, ça se passe très rapidement. Personne de l'équipage ne pouvait imaginer que le bateau allait se retourner et couler si rapidement. La communication avec les requérants est très compliquée dans ce genre de situation puisque généralement, ils sont pas là pour abandonner leur bateau et leur pêche. Et donc, c'est quelque chose de difficile à demander. Et on n'a pas toujours toutes les bonnes informations. Et peut-être qu'on pose pas non plus les bonnes questions. Peut-être que s'ils nous avaient dit que c'est plein d'eau, on aurait procédé autrement. Et ça fait partie du débrief et des questions qu'on peut se poser sur ce genre de situation. À la station de Saint-Quay, on a des nageurs de bord, mais nous n'avons pas de plongeurs. Depuis l'incident des Sables d'Olonne, à la SNSM, nous avons une tolérance pour ne pas porter les gilets de sauvetage dans la timonerie. Pour autant, quand on regarde cet accident, le requérant qui était resté coincé avec le gilet dans sa timonerie nous a bien expliqué au retour que ce gilet, malgré tout, parce qu'il a eu la chance de pouvoir se dégager, l'a bien aidé à remonter rapidement parce que à cette profondeur-là, sans le gilet, il aurait peut-être beaucoup plus peiné du fait qu'il était déjà resté un certain moment sous l'eau. Ça aurait été très compliqué pour lui. Le deuxième requérant nous a expliqué que c'était un aptéiste. C'est ce qui l'a beaucoup aidé à se maîtriser lors de la descente et c'est ce qui lui a certainement sauvé la vie. Je suis pas certain qu'une personne sans cette capacité-là serait remontée ou se serait dégagée aussi facilement. Dans ce genre de situation, ce qu'on peut donner comme conseil aux pêcheurs, aux plaisanciers, à tous, c'est de ne pas trop attendre pour appeler les secours, puisque ça va très vite. La preuve, c'est que là, nous sommes peut-être arrivés tard, et parce que en fait, on a été prévenus peut-être un peu tard par rapport à la situation. L'après-midi, suite au signalement au cross de l'irisation, ils nous ont demandé d'emmener les gendarmes plongeurs, de façon à ce qu'ils puissent fermer les vannes de la cuve de gasoil qui contenait 400 litres de gasoil, je crois. Nous sommes partis avec 3 gendarmes, 2 plongeurs. Ils ont fermé les vannes. Puis ils nous ont signalé que la cabine était complètement séparée du bateau. En fait, elle était partie ailleurs, c'était scindé. Il a été renfloué par la suite, mais n'ont remonté que la coque. En fait, la cabine est restée dans le fond.
Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le 2e épisode de la saison 4 de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.